toute la question de la politique, et même, je dis pour moi, de la psychose, que je vais situer toujours au même niveau, donc je vais me contenter de mettre politique comme Lacan, ça s'oppose à la question du désir, hein, où le maître aussi se soutient d'un désir, mais d'un désir qui est un désir de confrontation à la menace, ça veut dire quand même de soumission à la menace, d'acceptation de la castration, d'acceptation de la récursivité, où la question du désir, comme il le dira 2 pages plus loin, se présente dans la manière dont la demande se déchire du besoin. Donc on serait dans des besoins, toujours au niveau le plus matériel de l'ontologie, on va dire, par rapport à un désir qui est une articulation de la demande distinguée des besoins. Donc le problème, c'est de savoir comment repère cette demande en tant que demande de l'autre, demande du sujet, dans une dialectique entre les deux. C'est plutôt quelques années plus tard, dans l'identification, que Lacan va reprendre ça en termes de 2 torrents lacés, où la demande de l'un du sujet sera le désir de l'autre, et le désir du sujet sera la demande de l'autre, où il y a un renversement pur et simple. Donc la question du renversement est absolument posée. Et là, j'ai en tête le renversement dans Hölderlin, hein, dans des trucs qui sont repris par Heidegger, puisque j'ai dit ça aussi aujourd'hui. Excusez-moi, l'univers du langage, c'est le discours, un discours ambiant ou... Non, le langage, c'est pas le discours. Mais je ne comprends pas ce que c'est que l'univers du langage. C'est un univers Moi, je distingue, et même si vous voulez quantifier, le langage qui fasse que tout est langage. Le langage, c'est tout ce qu'on implique dans, je ne vais pas dire dans le fait de parler, puisque c'est la question de la parole qui est prise là comme étant la langue, en un seul mot pour moi, dans une logique du langage précisément, dans un mode d'organisation énonciatif, ce qui est différent d'une langue comme dite maternelle, qui n'a rien de maternel pour moi, enfin, cette langue spécifique d'un sujet, et qui se distingue d'un discours. Hein, cette langue dans laquelle le sujet n'a pas besoin d'exister, puisque ça existerait en dehors de lui. Censément, ça lui serait transmis, mais ce n'est pas le cas. Et le discours, c'est pas le tout. Donc quand on reprend Almos à partir des ensembles pour dire qu'il n'y a pas d'univers du discours, on est bien dans une négation de l'univers. L'univers, c'est l'univers du langage. Pas d'autre choix. Le seul univers que nous connaissions, c'est un univers de langage, même pour la physique. Ça, c'est mon avis. Pour ça, vous dites que le symbolique domine l'imaginaire? C'est Lacan qui le dit, oui. Le symbolique domine l'imaginaire parce qu'il n'y a rien d'imaginaire qui ne soit tributaire du signifiant. Oui. Il n'y a rien du réel qui ne soit tributaire du signifiant. L'imaginaire est construit de manière signifiante, on ne se trouve pas dans l'animalité, et le réel aussi, on ne se trouve toujours pas dans l'animalité. Donc il n'y a pas de réel détaché du symbolique. Mais vous avez l'air de poser des questions qui font penser que vous n'êtes pas du tout dans une dialectique entre ces registres. On ne peut penser ces registres, Lacan le fait en 1953, que le relier 2 à 2, ce qui est notablement insuffisant, et il finit à partir de 1975 en les rapportant 3 par 3 les uns aux autres, entre homogénéité et hétérogénéité dans le Borroméen. Donc si on continue à penser dans des registres séparés, quel que soit ce qui semble tenir de ce qu'on dit, ça ne tient pas, à mon sens. Donc il faut absolument penser que le symbolique, et donc le signifiant, la signifiance, tout ce qu'on met là-dedans, hein, et cette quadripartie entre la langue, le langage, une langue et des discours, tout ça participe d'un symbolique forgeant de l'imaginaire pour trouver, comme disait Lacan, un forage pour l'issue, des voies de sortie, c'est-à-dire des voies d'expression qui sont des montages scéniques, qui ne sont que des praticables, qui matérialisent, qui sinon se contenteraient d'échapper, et qui cessent d'échapper, mais dans une mise en forme qui n'est jamais adéquate, puisqu'on est passé à l'imaginaire. Tout ce que je raconte, dessine, etc., ça participe de cet imaginaire, c'est jamais exactement adéquat au symbolique qui échappe. Je ne peux pas raconter l'échappement. Je peux le pointer, oui. C'est une nomination, donc
C'est un mode d'organisation de la fonction extrinsèquement accessible dans une opération néanmoins intrinsèque que j'appelle nomination. Mais ça reste intentionnel à ce niveau-là. Donc ensuite, il faut passer à l'objet, c'est-à-dire ce que Lacan a appelé pour le sujet métonymie de signification, pourquoi pas. Hein. Simplement signification, ça peut me suffire. Mais pour le sujet, c'est une métonymie de la signification. Qui renvoie à une fonction métaphorique du sujet, cette fonction métaphorique étant elle-même imagée. Donc, quasiment, quand vous tirez un fil, il faut pouvoir relier dans un tricot d'ensemble, un réseau d'ensemble, tout ce qu'il en est de toute la théorie. Donc il n'y a pas une vérité localisée dans une phrase. Hein. Aucune phrase ne tient, sinon par toutes les autres qui vont avec. Et dans le discours de Lacan, c'est assez évident, puisque à force de citer du Lacan et extrait du contexte, on lui fait dire autre chose que ce qu'il dit. Mais du coup, si les récits sont reliés au symbolique là-haut, l'imaginaire et le réel échappent. Mais c'est la même chose. Échappent tout autant, c'est ce que je veux dire. Ah oui, il y a de l'échappement dans l'imaginaire et dans le réel. Le réel, on ne sait pas ce que c'est, donc il n'y a rien qui échappe mieux que ça. L'imaginaire, si vous voulez avoir confiance dans les images qui sont toujours laurantes, ça échappe bien. Donc il n'y a pas besoin d'aller très loin pour vérifier que ça échappe. Et quand je dessine, donc je vais... Aussi après, c'est trop chargé. Donc le dessin, il a une valeur très relative, mais au moins, il ne faut pas annuler cette valeur-là, parce que c'est que tout est fonctionnel, il n'y a rien d'extra-fonctionnel. Ce que je disais il y a 2 semaines de ça, tout est fonctionnel, à tous les niveaux, comme on veut, tous ces trucs-là sont fonctionnels, ça c'est fonctionnel, ça c'est fonctionnel, ça c'est fonctionnel, c'est fonctionnel, c'est fonctionnel, c'est fonctionnel, c'est même la même fonction. Pour chaque fonction, il faudrait faire un schéma différent. Je n'en suis pas à relier tous ces schémas pour des fonctions différentes, mais c'est la même fonction sous des modes différents. Donc il y a essentiellement l'intention et il y a les extensions telles qu'elles valent, soit imprédicativement, soit prédicativement. Et proprement extensionnelles et uniquement prédicatives et éventuellement scindées de la récursivité intentionnelle, on a des objets qui sont des objets valant en eux-mêmes pour des réalités qui sont censées valoir en elles-mêmes et qui sont entièrement tributaires toujours de la signifiance. Donc cette signifiance s'inclut dans quoi que ce soit dont nous parlons. C'est pour ça que je dis que tous ces objets de la psychanalyse, petit a, S barré, S2, sont des objets imprédicatifs, parce que ce sont des parties de cette organisation meubienne qui est une refente, qui ne vaut pas autrement qu'en étant un évidement opératoire, qui se symbolise en un point qui est le dessus-dessous de la bande, mais qui est un artefact, hein, c'est rien de plus qu'un artefact de dessin, et qui dit exactement la même chose pour souligner que l'intention est dans les extensions. Les extensions n'annulent pas l'intention. C'est annulé quand il y a un vrai barrage qui vient jouer et qu'on est dans de la psychose, ça oui. Ça, on voit les dégâts que ça fait, mais sinon sont des positions faussées, comme celle de l'obsessionnel, qui, bien qu'il dépende de l'intention, fait comme si il n'y avait que l'extension. Et puis il attend la fin de l'extension. Oui, en fait, c'est du flux. Ah bah oui, c'est du flux. Moi, je ne pense pas dans des termes d'éléments. C'est toujours... Oui, des fonctions sont des flux. Il faut pouvoir, on verra ça avec la théorie du chaos. Il y aurait le colloque de dimension de la psychanalyse, mais je ferai auparavant un séminaire entier là-dessus, parce que je pense qu'il ne suffit pas d'avoir une préparation en 3 petits coups. Il va falloir toute l'année pour préparer la théorie du chaos, donc dans des références physiques, voilà. Et je parlerai de la politique, y compris de la politique des institutions, l'année prochaine. Donc l'année prochaine, pour préparer le colloque sur la politique, certainement. Et l'année d'après, sur le chaos. Mais il y a un lien du chaos à la politique. Le propos sera de rendre explicite ce lien. Donc, Lacan ne parle pas toujours de fonction de manière rigoureuse, je pense. Hein. Donc il y a à discuter quand même avec Lacan, qui parle aussi bien de lieu, mais c'est un lieu d'expression d'une fonction, pour moi, c'est pas toujours dit comme ça, et qui parle d'objets, sans dire que ce sont des transformés, ces objets d'une fonction. Donc, bon,
n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, hein, j'insiste là-dessus. Ça, c'est une option qui est la mienne. Et je pense le défendre d'autant plus qu'elle corrobore le discours analytique, puisque je ne cesse de retrouver ce propos dans le discours de Freud et celui de Lacan. Je prends l'un et l'autre comme paradigme de la psychanalyse, du discours théorique de la psychanalyse, qui m'assure de mon discours, au travers du leur. Donc je ne suis pas tout seul dans la vie. C'est grâce à vous qui plus. Donc, page 812, deuxième paragraphe. Ce que la psychanalyse nous démontre concernant le désir dans sa fonction, ben ça va, qu'on peut dire la plus naturelle, bon, puisque c'est d'elle que dépend le maintien de l'espèce, ce n'est pas seulement qu'il soit soumis dans son instance, son appropriation, sa normalité, pour tout dire, aux accidents de l'histoire du sujet, notion de traumatisme comme contingence, c'est bien que tout ceci exige le concours d'éléments structuraux qui, pour intervenir, alors il dit des éléments, ça me gêne un peu, ce sont de nouveau des fonctions, hein. Bon, des éléments structuraux qui ne sont que des fonctions, dirais-je, qui, pour intervenir, se passent fort bien de ces accidents, que sont les traumatismes de l'histoire personnelle, et dont l'incidence inharmonique, c'est ça qui compte, inattendue, difficile à réduire, semble bien laisser à l'expérience un résidu qui a pu arracher à Freud l'aveu que la sexualité devait porter la trace de quelques fêlures peu naturelles. Bon, la fêlure, c'est celle du signifiant, c'est celle de la récursivité, qui dans ce schéma qui s'identifie à l'ensemble de la bande de Möbius, même si je la situe là, cette fêlure de récursive, et qui implique effectivement une contingence avec laquelle compter, c'est-à-dire qu'un des bords de la bande de Möbius est de l'ordre d'une contingence traumatique, correspond à des accidents de la vie, on va dire. L'autre côté étant plutôt pris dans quelque chose de non contingent, mais ça c'est tout le problème de l'autre. Hein. Donc je vais faire le dessin. Quand je parlais au début des deux modes de l'autre, comme je les entendais, entre continuité et intermittence, il y a, je dirais, une contingence qui tient au traumatisme et une continuité. Cette contingence, donc, avec des accidents, c'est ce que j'ai appelé, c'est un terme de Lacan, une intermittence. De cette altérité-là, parce que c'est pas parce que je situe un sujet du narcissisme primordial et un autre, et que ce dessin a impliqué que ce sujet du narcissisme primordial s'étale dans une bande de Möbius, la même bande de Möbius autrement dessinée et rapportable dans un dessus-dessous qui tiendrait au poste de l'autre, ferait que l'autre se situe bien entre contingence et continuité, de telle façon à ce que les deux valent entre discontinuité et continuité, et qu'il y ait donc deux modes de l'autre qui se retrouvent sous la houlette de la signifiance, et donc de cette fêlure dont parle Lacan. Et ça, on va le revoir un peu plus loin aussi. C'est ce qui compte. Donc ça n'empêche pas l'autre d'être un lieu, quoi qu'il en soit, mais qui est un lieu de la fonction. Bon. Il faut bien que le père, comme père, s'établisse vis-à-vis des femmes qui n'ont d'intérêt que d'être mères, auquel cas, sous l'angle de la paternité, donc comme l'altérité de cette paternité, et que ces mères opèrent dans... il faut suivre Lacan là-dessus, on parle comme ça aussi. Opèrent dans, je dirais, un réel qu'on ne peut pas dire intermittent. Le temps d'une grossesse, pour être dans cet imaginaire-là, il y a une continuité. Évidemment, d'une grossesse à l'autre, il y a de l'intermittence, mais on ne va pas dire qu'on est dans des grossesses en continu, ça deviendrait ridicule. Donc ce qui compte là, comme Lacan le dit pour ces éléments structuraux, il dit bien, hein, qui sont de l'ordre de la signifiance, c'est l'aspect inharmonique. Inharmonique, inattendu, on voit bien que la récursivité produit de l'inattendu. Quel autre mot il a donné inattendu, difficile à réduire, bon. Mais c'est surtout que qu'on ne peut pas se passer de cet aspect inharmonique qui ne rend pas équivalent ce qui est mis en continuité.
Donc il faut tenir cette gageure. Hein. L'équivalence qu'il peut y avoir entre le grand 1 et le petit a, sous l'angle de la fonctionnalité, on l'écrit dans une aliénation que je dis être réelle, mais ça c'est mon discours. Mais cette écriture-là, c'est moi qui la calque sur S1, S2 aussi. Mais Lacan, parlant de cette différence inharmonique entre le grand 1 et le petit a dans la logique du fantasme, parle d'aliénation à cet égard. Et le fait qu'on ait trait un objet petit a que je considère être réel me fait parler d'aliénation réelle par rapport à ce qu'il en est d'un S2 qui est le produit d'une aliénation symbolique et d'un petit i de petit a qui est le produit d'une aliénation imaginaire dans le miroir. Donc, on entend bien que la structure signifiante dans l'organisation même de l'enchaînement qui détermine une continuité depuis l'intermittence, donc il y a des éléments qu'on va dire intermittents parce que ce sont des signifiants supposés différenciés, mais à juste titre, différenciés par quoi? Par soit la Vorstellung, soit la lettre. Hein, une représentation ou une lettre, hein, Freud ou Lacan, mais ce qui compte, c'est cette mise en continuité qui me fait parler là de chaînes hélicoïdales, où même l'intermittence des flèches horizontales détermine quand même la continuité. C'est pour ça que dans un séminaire d'il y a quelques années, j'avais bien insisté sur le fait que l'influence, le flux, c'est sûr, de la signifiance comme continue n'empêchait pas la dérivation des signifiants proprement dit, et surtout de la métonymie et de la métaphore qui en rend compte, d'être en continuité avec cette signifiance et d'avancer comme ça dans une mise en continuité qui va à chaque fois séparer ce qu'il en est des signifiants binaires. D'avancer en avancée. Et ça, on reverra avec la théorie du chaos et des attracteurs que deviennent du coup la métonymie et la métaphore sous les différents objets A et les différentes positions subjectives, hein, bien sûr. Voilà, j'anticipe. Mais c'est pour expliquer qu'il y a une continuité chez Lacan entre tous ces éléments. Là, je suis dans l'avant-dernier paragraphe de la page 812. On aurait tort de croire que le mythe freudien de l'Édipe en finisse là-dessus avec la théologie. Bon, pourtant, même Lacan semblerait le dire. Car il ne suffit pas d'agiter le guignol de la rivalité sexuelle, et il conviendrait plutôt d'y lire ce qu'en ces coordonnées Freud impose à notre réflexion, car elles reviennent à la question, d'où lui-même est parti, qu'est-ce qu'un père? C'est le père mort, répond Freud. Mais personne ne l'entend, et pour ce que Lacan reprend sous le chef du nom du père, on peut regretter qu'une situation peu scientifique le laisse toujours privé de son audience normale, avec une note qui rappelle qu'il s'est fait vider de Sainte-Anne et qu'il n'a jamais eu l'occasion de soutenir ce qu'il voulait soutenir de ce nom du père, que je préfère appeler, en dehors de sa raison métaphorique, fonction père pour accentuer l'aspect métonymique de la fonction. Mais peut-être aussi que, référence à la mère, je vais effacer, non, c'est là, peut-être que la question qu'est-ce qu'un père, qui vient là en position intentionnelle, trouve une position quelque peu différente, inharmonique sûrement, du côté maternel, dans un quad matrem qui fait plutôt passer aux femmes, et donc et du coup à la question de Freud, que veut une femme? C'est encore donc une question qui permet d'avancer dans une continuité de question en question, bien sûr, à transcrire les questions, non pas par leur réponse, mais par une réitération d'une question qui se développe dans une modification qui se reprend à chaque fois. Donc, une situation peu scientifique, dit Lacan dans ce dernier paragraphe de la page 812. Ouais, sûrement. Je veux dire, ce qui était insupportable du discours de Lacan, que Lacan ne disait pas en clair comme je vais le dire là, c'est l'imprédicativité. Que ce qui s'entendait, malgré les oreilles bouchées d'une partie de l'auditoire et de ces gens qui l'ont vidé, c'était l'imprédicativité. Donc la psychanalyse, c'est bien une science, je suis d'accord avec Lacan,
En face de quoi c'est peu scientifique, mais c'est une science imprédicative, c'est une science de la récursivité. Donc je vais passer à page 813, mais je vais sauter au quatrième paragraphe. Partons de la conception de l'autre grand A, comme du lieu du signifiant, qui a déjà été évoqué. Tout énoncé d'autorité n'y a d'autre garantie que son énonciation même. Pour moi, ça veut dire pas de garantie d'un énoncé, si c'est l'énonciation qui garantit l'énoncé. Hein. Car il est vain qu'il le cherche dans un autre signifiant, lequel d'aucune façon ne saurait apparaître hors de ce lieu. Donc tout est maintenu dans l'autre, et l'autre n'est pas une garantie. Hein. Ce que nous formulons à dire qu'il n'y a pas de métalangage, dit Lacan, pas de métalangage qui puisse être parlé plus aphoristiquement, de point, qu'il n'y a pas d'autre de l'autre. Hein. Vis-à-vis de cet autre, ce qui est en jeu, c'est là. Hein, ce que je disais là, il faut quand même se souvenir systématiquement que le petit A renvoie au grand A. Hein. Que le petit A, pour moi, c'est la barre sur l'autre qui est identifiée au sujet, comme aussi la barre sur le sujet. C'est une barre, c'est-à-dire un fel pris en objet, c'est cette fêlure prise en objet. Et donc si l'énonciation pêche à rendre compte autoritairement de la validité d'un énoncé, hein, c'est parce qu'elle est récursive. C'est en imposteur que se présente pour y suppléer le législateur, celui qui prétend ériger la loi. Il n'y a pas d'autre de l'autre. Hein. Il n'y a pas un autre qui serait situé là. C'est-à-dire que ce qu'il nous faut admettre, c'est que l'identité des éléments en jeu, c'est l'identité entre l'un et l'autre, pas entre l'autre et l'autre. Évidemment, le même schéma pourrait nous amener à quelque chose de peut-être leibnizien, mais sûrement que c'est pas salva veritate qu'on dirait que l'autre est l'autre. Ce serait uniquement redondant. Mais ça ne dirait rien. De toute façon, je vous rappelle que dans une identité, qu'elle soit, dire que petit a égale petit a, c'est comme ça qu'on en parle, ça implique une différence, parce qu'il y a un premier et un second. C'est ce que dit Marx à propos des schémas de la valeur, hein, entre la valeur à déterminer et son équivalent, et qui n'est qu'un équivalent. Il dit bien que c'est un équivalent. On est dans le même ordre d'idée avec dans Marx. On est dans des équivalences. L'argent, c'est un équivalent général. Et puis ils sont pas à la même place, les A. Moi, je trouve qu'il y a... C'est la même place au sens où il faut penser ça en surface de Boyle tout le temps, où la bande de Möbius, je peux aussi bien la dessiner. Comme ça, et surtout, mais j'en fais plus une bande de Möbius, entre ces deux éléments organisés, là, aux deux pôles opposés, je joue d'une identité. Le troisième mode Möbien. C'est faux ce que je dis, c'est pas de la surface de Boyle. Une surface de Boyle, c'est pas trois bandes de Möbius, c'est une bande de Möbius triple. Donc il y a la bande de Möbius, je suis insuffisant à la dessiner, si j'étais peut-être plus topologue, j'y arriverais. J'en sais rien, bon, j'attends que quelqu'un me donne la solution clé en main. Une bande de Möbius triple qui permet de jouer de l'identité entre les opposés sous trois modes différents d'identification. On pourrait très bien dire, puisqu'on a discuté comme ça précédemment, réel, symbolique, imaginaire, mais qu'ils n'en sont qu'un. Si le législateur, comme un bonhomme, ne tient pas le coup, c'est que ça ne dépend pas d'un quelconque sujet, ça dépend de la récursivité. C'est la récursivité qui fait loi. C'est-à-dire ce que Lacan appellera dans le séminaire les quatre concepts, un peu plus tard, la béance de la cause. Mais ce n'est pas le législateur. Là, pour sauter un peu, pour que vous ayez des idées claires, parce que là, je passe un peu plus par page 815, hein, où il y a
le troisième état du graphe, c'est-à-dire cet hameçon que que Lacan reprend, que je ne sais pas si j'aurai le temps de le commenter aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il en dit? Donc c'est à la fois un hameçon, mais c'est un ouvre-bouteille, c'est une clé universelle. Si on ne reconnaît pas du templé dans ces métaphores, je ne sais pas où on est. Hein. Bon, j'anticipe là parce que j'ai sauté deux pages, mais il s'agit de ça. Il faut savoir qu'effectivement, la construction du graphe comme templé, on y vient petit à petit, et que ça sera explicite à partir de l'hameçon. Donc, si ce n'est aujourd'hui, la prochaine fois, on verra ça. Bon, j'avance dans cette lecture parce que le temps en donne pas mal, je trouve. Sixième paragraphe, page 813. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que de cette autorité de la loi, le père puisse être tenu pour le représentant originel. Voilà qui exige de spécifier sous quel mode privilégié de présence il se soutient au-delà du sujet, qui est amené à occuper réellement la place de l'autre, à savoir de la mère. Voilà, j'ai anticipé. La question est donc reculée. Bon, mais c'est une présence, on a déjà la réponse, ou bien que Lacan se la pose à l'époque où c'est un effet rhétorique pour s'adresser à son auditoire. C'est une présence de l'absence. Si on n'articule pas comme vide et comme fonction d'intention ce qu'il en est de la présence du Père, on n'en dit rien. Et je saute. 8e paragraphe. Bon, je vais dire la 7e, sinon on ne pourra pas le comprendre. Il paraîtra étrange que, s'ouvrant là l'espace démesuré qu'implique toute demande d'être requête de l'amour, nous n'y laissions pas plus débat à la dite question. De ce qui fait le Père être la loi, être le tenant, le représentant originel de l'organisation de la loi. C'est parce que, c'est ce qui me fait dire que l'organisation de la loi dépend de la récursivité, que la récursivité c'est ce qui n'est pas, et qui tend à être qu'à partir de ses produits, autrement d'une manière rétrogrédiente, rétrogrédiante et anticipatoire. Et du coup, il s'agit de reconsidérer en quoi le Père fait autorité sous cette forme récursive. Donc Lacan le dit en termes d'ouverture et de fermeture. Ça sera dans Position de la conscience après le séminaire Les quatre concepts. Bon, il n'empêche que là, qu'est-ce qu'il dit? Mais la concentrion, faut le dire, il paraîtra étrange que, s'ouvrant là l'espace démesuré qu'implique toute demande d'être requête de l'amour, nous n'y laissions pas plus débat à la dite question, mais la concentrions sur ce qui se ferme en deçà du même effet de la demande pour faire proprement la place du désir. Il faut bien que ça se ferme du côté de l'autre pour que s'ouvre cette place du désir. Donc la question peut se présenter en termes d'ouverture et de fermeture. On est dans le même ordre de débat. Donc fermeture en deçà, si on veut. Et le désir du sujet du narcissisme primordial n'est pas sans rencontrer le désir de l'autre. C'est ce que dit Lacan dans l'identification. C'est là que je parle d'indiscernable. Et dans l'identification, donc, je vous rappelle, il joue ça en termes de deux torts enlacés. Je ne reprends pas cette topologie. J'ai fait dans différents textes. Je passe page 814. On peut dire que les éléments en jeu sont ceux de la demande, du désir et du besoin. Non, je veux dire plutôt, je préfère le dire comme ça, du désir, de la demande et du besoin. Mais les choses étant équivalentes, vous savez, on peut les intervertir. Ce que j'en dis là, c'est relativement annexe. On peut dire demande comme j'ai fait au début et désir ici, parce que c'est peut-être plus facile de soutenir ce que Lacan dit dans le haut de cette page 814, où la demande, pour le coup, se déchirant du besoin, je ne sais plus où j'ai écrit besoin, cette demande, le désir s'institue dans l'intervalle où la demande se déchire, je crois qu'il dit ça.
Le désir s'ébauche dans la marge où la demande se déchire du besoin. Cette marge étant celle de la demande, dont l'appui ne peut être inconditionnel qu'à l'endroit de l'autre, ouvre sous la forme du défaut possible qui peut apporter le besoin, etc. Alors là, faudrait tout lire. Hein. Mais je vous rappelle que c'est possible parce qu'on a affaire à un rapport de désir dans ce point, à un désir qui s'étale d'une façon neuvienne. Je vous rappelle l'usage du schéma. Et donc Lacan va parler dans ce premier paragraphe d'angoisse, hein, de n'avoir pas de satisfaction universelle, ce qu'on appelle